Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Atoumata, comment vas-tu? Bonjour, comment tu vas toi? Ça va Comment très tu bien, te sens? merci. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui parmi nous pour pouvoir échanger sur un sujet hyper important. Donc, bienvenue à toi, bienvenue sur le podcast d'Équilibre. Équilibre, on parle de tout, de santé, de bien-être de la femme. Et du coup, aujourd'hui, on parle vraiment d'un sujet en particulier. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire appel à toi, toi qui es experte dans ton domaine. Donc, encore une fois, merci. Je vais d'abord te donner la parole pour te présenter un petit peu et ensuite on pourra dérouler notre sujet du jour. Merci à toi, pour cette invitation. Effectivement, c'est un sujet super important qui est les traumas. Donc moi, je suis, Atsoumata Sissako, je suis psychopraticienne, thérapeute, en neurosciences et spécialisée dans les traumas. Du coup, j'aborde aussi, la psychospiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité est un élément essentiel, à notre développement personnel et le neuroémotionnel parce que finalement, les traumas, s'impriment dans le corps donc parler, c'est bien, mais après derrière, il y a plein d'autres choses à faire, mais on en parlera plus tard. OK, super, très bien. Moi, j'ai une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui t'a mené, à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton parcours? Voilà, bon, j'imagine qu'on n'arrive pas à ce genre de métier comme ça par hasard. Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Alors moi, personnellement, j'ai vécu pas mal de violences et notamment des violences sexuelles, des violences conjugales et je peux aussi dire de la violence intrafamiliale, mais c'est un ressenti, cette violence intrafamiliale. En 2017, j'ai fait on pourrait dire un burn-out, mais j'ai appelé ça une crise d'adolescence où en fait j'étais complètement paumée. Imaginez, après, enfin 30 ans, 4 enfants, la plus grande qui dit maman et puis qu'on s'aperçoit qu'en fait on a 4 enfants. Waouh, c'est très violent Ouais. et en fait, mes traumas avaient des conséquences sur l'éducation que je donnais à mes enfants et même eux, en fait, ils étaient pas du tout, sereins, bien. À l'école, ça se passait très mal avec un d'eux et là, en fait, tout est revenu, en fait et je mettais beaucoup, ma souffrance, ma douleur, mes problèmes sur des événements passés et c'est quand j'ai rencontré, Roméo Cournal qui a justement, contribué énormément à mon développement, qui fait que, là, aujourd'hui, je suis là déjà, mais pas que. J'ai créé une association, en fait, qui vient en aide aux femmes victimes de violences OK. et de cette association, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas seule. Qu'il y a d'autres femmes, en fait, qui vivent des violences conjugales et c'est horrible parce que je fuyais moi-même mes problèmes en aidant ces femmes-là, mais en même temps, ça m'a permis de reprendre mes études et de me diplômer dans les violences faites aux femmes et violences, basées sur le genre. Donc, Mmh. j'ai été, diplômée par rapport à ça, mais ça m'a poussée encore plus à aller plus loin parce que tu sais, quand on prend une maman qui va porter plainte, le conjoint finalement va peut-être faire de la prison ou pas, mais derrière la société ne répare pas la victime. Oui, exactement. Il est là le problème parce que l'auteur, lui, va faire sa peine ou va payer une amende ou des choses comme ça, mais en soi, la santé, mentale de la victime, on n'en prend pas compte. Beaucoup de psychologues, travaillent bien. Moi-même, j'ai eu affaire à des psychologues qui n'ont pas réussi à m'aider et je me suis rendu compte que dans notre communauté, il y a d'autres particularités. Il y a pas que la psychologie européenne qui fonctionne. Donc j'ai dû me former et je me suis OK. formée à pas mal d'outils pour justement répondre à ce besoin. OK, d'accord. Donc ce que je retiens, c'est que c'est un parcours qui finalement est empreint d'une expérience personnelle et une grande résilience, voilà. Tu as pris un petit peu, bah, tout ce, à quoi tu es passé pour pouvoir aider les gens, à cheminer et aider les gens, dans ce domaine. Moi, j'ai un chiffre, moi, qui m'a interpellée en préparant ce podcast.
j'ai eu une statistique. Donc, en moyenne, 373 000 femmes, donc âgées de 18 ans et plus, ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, ou même verbales, commises par leur conjoint. Et ça, c'est une source de arrêtonslesviolences.gouv. Et on sait que les femmes, bien sûr, sont beaucoup plus exposées que les hommes, même si, rappelons-le quand même, ça existe aussi du côté des hommes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle surtout, enfin, en tout cas, nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur comment guérir de ces blessures-là, et en tant que femme surtout. Oui, ce chiffre, c'est un chiffre. Je note pas forcément, je m'attarde pas forcément sur les chiffres parce que ça, c'est des chiffres pour les personnes qui ont verbalisé leur souffrance. Oui, bien sûr, Alors, on peut le doubler, voire le tripler pour toutes les personnes qui gardent en elles, bien sûr. ces violences, qui n'osent pas en parler parce que, bah, c'est honteux, ça se fait pas, on va créer des problèmes, pas mal de choses qui fait que, bah, ces femmes se taisent et elles sont pas Bien sûr. dans les statistiques, malheureusement. Ouais, exactement. De toute façon, les statistiques, c'est souvent sous-estimé, et encore plus quand c'est des problèmes de ce genre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui gardent le silence. Tu fais bien de le dire. Alors, pour commencer, Atoumata, chose très simple, mais on va devoir y passer. C'est quoi un trauma? On entend beaucoup ce mot trauma. Il y a quoi derrière ce mot? Est-ce que tu peux nous donner une définition simple et accessible pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est un trauma? Alors, un trauma, pour parler simplement, est une répression de tout ou une partie d'une charge émotionnelle, tout simplement. Un événement n'est pas un trauma. La D'accord? plupart des personnes ont tendance à mélanger un événement, une violence à un trauma. Non, pas du tout. Je vais prendre l'exemple de l'excision. J'ai eu des cas où il y a une femme qui a été excisée, qui a un certain âge maintenant, d'âge mûr, heu, qui a un trauma sexuel dû à son excision et elle n'est toujours pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Les rendez-vous gynécologiques pour elle sont très, très, très durs. Elle n'y arrive pas. Mmh. À côté de ça, j'ai une fille qui a eu, cette expérience de l'excision, mais aucun trauma, en fait. Elle a très bien pris la chose, ses parents l'avaient enfin, sa mère l'avait préparée, sa mère l'a accompagnée. Après l'acte, la mère était là, elle a pu exprimer toutes les émotions qu'elle ressentait, donc elle n'a pas de trauma. D'accord. Donc un événement n'est pas un trauma. Peu importe l'événement, c'est une expérience. Ce n'est pas un trauma. C'est pas parce qu'on a eu une expérience, sexuelle violente qu'on se fait forcément un trauma. OK. OK. Et justement, est-ce qu'il y a des différences de trauma? Est-ce qu'il y a, différents types de traumas? Il y a des traumas de type 1, 2 et 3. Donc il y a tout ce qui est vécu, donc que nous-mêmes on a expérimenté. Il y a ce qui Mmh. nous a été transmis par, la génétique Mmh. et il y a ce qui a été vu, perçu, senti, ressenti. Par exemple, quand on prend les groupes, sur Facebook où, une personne raconte son histoire, on peut vivre l'histoire comme si c'était nous qui l'avions. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est dangereux, hein, parce on peut se faire un trauma comme ça. Et ça, c'est un trauma de type 3. C'est qu'en fait, on vit, la vie de l'autre à travers, un récit qui a été écrit, mais on va réprimer ces émotions-là. Donc on va ressentir de la colère, du dégoût, de la tristesse, ces choses-là, mais on va pas en parler parce que pour nous, c'est pas notre histoire, c'est l'autre. Mais en fait, elle nous a beaucoup affectés. Mais est-ce que justement, est-ce que ça peut affecter parce que ça renvoie justement à des choses, qui sont, intrinsèques, quoi? Ou pas? Ça Ou pas du peut tout? ça Non, pas forcément. Alors, ça, c'est plutôt dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui n'a jamais vécu de violence sexuelle ne peut pas vivre et comprendre celle qui l'a vécue. Donc celle qui l'a vécue va raconter son histoire, ça va la toucher parce qu'elle est humaine, mais ça va pas l'affecter, D'accord. tu vois? Mmh. Mais ça peut l'affecter parce que, bah, elle a une sensibilité, ou autre, tu vois? Par contre, une personne qui l'a déjà vécu, forcément elle va être impactée, elle va être affectée si elle n'a pas guéri ce trauma, si elle n'a OK. pas libéré ce trauma. Maintenant, quand c'est du transgénérationnel, quelqu'un de notre lignée l'a vécu, oui, on a cette empreinte émotionnelle en nous, donc on va réagir peut-être même violemment et ça m'est déjà arrivé, hein. Il y a une phrase que j'aime dire pour, justement voir les personnes qui ont un trauma sexuel ou non, et je vais pas la dire dans ton podcast, sauf si tu m'autorises. Il y a pas de tabou ici. Si tu es prête à recevoir, les mécontentements derrière, bah, tout simplement quand tu dis à une personne, «Le viol n'est pas grave», en fonction de sa réaction, tu sais si elle est affectée ou pas. Et si elle répond de façon violente, sache qu'elle-même a un trauma.
Donc, soit c'est quelque chose qu'elle a vécu, soit c'est quelque chose auquel on lui a transmis. D'accord. OK. OK, OK. Moi, ce que je trouve aussi, intéressant d'évoquer ici, c'est vraiment ce lien, cet impact du trauma, enfin, ce lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on sait, hein, que le corps et l'esprit sont liés. Et effectivement, tout ce qui est qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur cet impact, du trauma sur le corps et sur l'esprit? Alors, Parce que, excuse-moi, je rajoute que toi, du coup, tu as aussi cette spécialisation sur les neurosciences et c'est pas pour rien, je pense. C'est parce qu'effectivement, je pense qu'il y a vraiment ce lien qui se joue. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? exactement. Alors, en fait, tu vois, quand on produit une émotion, donc il y a un événement qui se passe, on va prendre l'exemple d'un attouchement. Je ne D'accord? hiérarchise pas les événements. Pourquoi? Parce que on parle de ressenti. Donc, on a eu un attouchement, il peut être beaucoup plus violent en termes émotionnel qu'un viol. Oui, D'accord? L'acte peut être classifié, mais moi, dans mon domaine à moi, il y a pas de classification, ça dépend vraiment de la personne, comme elle le perçoit, comme elle le ressent. Ça, c'est vraiment important de le noter. oui. Donc une personne qui vit, enfin, on lui a fait un attouchement. Là, elle ressent, une décharge émotionnelle, donc elle produit des émotions. Ces D'accord. émotions-là, on est bien d'accord que ça génère des hormones, de la Bien sûr. dopamine, de la sérotonine, des choses comme ça. Du coup, là, elle va aller venir perturber ces neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs, c'est ce qui nous permet de fonctionner. Mmh. Donc comme sa neurochimie change avec la production hormonale, eh bien, sa réalité va changer et comme sa réalité change, eh bien, sa personnalité change, donc sa vie change. Donc Oui, d'une personne qui était, extravagante. Donc là, elle a vécu l'expérience d'un attouchement, elle était dégoûtée, elle a eu peur ou que sais-je, hein. Elle a ressenti en tout cas des émotions qu'elle n'a pas extériorisées dans les 21 jours. Là, elle se fait un superbe trauma. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette fille-là, elle est en hypervigilance. Donc comme elle est en hypervigilance, en anxiété, elle est aliénée, eh bien cette personne-là va se renfermer tout doucement. Donc elle va passer de extravagante à super timide, on ne sait pas pourquoi. d'accord. Et de cette OK. timidité-là, elle va en faire une personnalité. Elle va dire que: «Non, non, moi je suis timide». Ben non, en fait, viens, on discute et on peut s'apercevoir que peut-être que quand elle avait 5, 6 ans, il y a quelqu'un qui l'avait touchée. Il y a quelqu'un peut-être qui l'a mal regardée, elle l'a très mal pris, tu vois? Ou même la beauté, tu vois? Une fille très jolie, on lui répète: elle est belle» et puis en fait on la touche, on la sollicite grâce à cette beauté-là, bah, finalement elle va se renfermer sur elle-même, elle va pas vouloir être visible, elle va tout faire pour être, le moins visible possible, mais c'est lié à un trauma, en fait. Ouais. Et elle peut ne même pas s'aimer. Donc quand on va lui dire: «Tu es belle», elle va très, très, très mal le prendre. Elle va se dire: «Mais cette personne se moque de moi, en fait. Pourquoi elle dit que je suis belle?» Ouais. Parce Non, c'est qu'elle a intéressant de voir associé oui, ouais, c'est elle a intéressant de voir associ ce point. oui, parce qu'elle a associé la beauté à la douleur ou bien, à la violence ou bien Mmh. à la moquerie. Parce qu'après, c'est une association de choses qui se fait dans un trauma. On associe un événement, mais c'est pas que l'événement qui compte. Il y a l'événement, mais tout ce qu'il y a autour, la couleur, la température, la luminosité, le son, tout ce que nos 5 sens peuvent percevoir entre en compte dans l'expérience. Du coup, bah, en fait, tout ça rentre en compte dans le trauma. D'accord, c'est très clair. Tout à l'heure, en répondant à la question, tu as évoqué quelque chose qui m'a interpellée. Tu as parlé, en fait, d'exprimer, ses émotions, son trauma, je sais plus trop le terme que tu as indiqué, sous 21 jours. Tu peux m'en dire Oui, plus de ça? alors, heu donc quand on produit une émotion, on est d'accord qu'elle reste dans le corps si on l'a pas extériorisée. Donc Oui, cette émotion qui produit des hormones, ils sont dans le corps. Donc il y a un renouvellement cellulaire qui se fait tous les 21 jours. Je vais te dire par exemple de la colère, d'accord? Tu ressens de la colère, donc tu vas produire une hormone en lien avec cette colère-là et du coup, il y a l'inscription de cette colère avec l'information qui reste en toi. mmh, Donc ça va rester en toi, donc ça rentre dans ton corps, dans tes cellules et comme dans tes cellules, tous les 21 jours, tu les renouvelles avec cette colère,
bah, en fait, tu fais une accumulation de colère. OK. Colère sur colère, colère sur colère. Donc l'idée, c'est que quand on vit un événement qui peut être choquant, émotionnellement parlant, eh bien, on exprime notre émotion dans les 21 jours pour justement ne pas se créer de trauma, parce qu'on se crée le trauma. OK. Donc 21 jours, c'est le délai maximal pour exprimer. J'imagine peut-être, ou tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas, j'imagine que plus tôt on libère ses émotions, mieux c'est. Exactement. Plus tôt on prend en charge, la situation, bah, moins on se fait de trauma, clairement. Là, j'ai eu une information tout à l'heure d'une suspicion de viol, bah, on sait quoi faire. C'est que voilà, ça s'est produit là, on est dans les temps pour justement éviter le trauma. Ça n'empêche que l'expérience est violente, elle est douloureuse et qu'on s'en rappelle. Mais justement, quand on libère le trauma et qu'on change derrière le discours interne, eh bien, on n'est pas résilient, on est en post-croissance. Ça veut dire que on est encore mieux que si l'événement ne s'était pas produit. OK. OK, On l'a OK. pas oublié, on sait que ça s'est fait, mais on n'a pas mal. On n'est pas en colère, on n'est pas attristé, on n'a pas honte. On sait que ça s'est fait et c'est OK. OK. C'est quoi justement les symptômes les plus courants chez les femmes qui souffrent de trauma, les symptômes les plus visibles, on va dire? Quel trauma? OK, donc ça dépend des traumas, chaque symptôme est relié à un certain type de trauma, c'est ça? Exactement. Il y a plusieurs symptômes, en fait. Il y a les plus courants qui sont effectivement, l'anxiété, la somatisation, le manque de sommeil, les états dépressifs, beaucoup, Mmh. les états dépressifs, l'hypervigilance, OK, la surprotection et beaucoup, 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 beaucoup de blocages. OK. Et en fait, les blocages sont un grand signe de trauma. Après, c'est des traumas subconscients. C'est très intéressant aussi, si on a le D'accord, temps, on pourra l'aborder. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, pour moi, c'est important aussi effectivement de mettre des mots sur des symptômes, même si je comprends que c'est de toute façon, c'est une prise en charge qui est beaucoup plus complexe que les simples mots. Mais c'est vrai que ça permet au moins d'être alerte dans son entourage aussi, si on voit des personnes qui commencent à changer et cetera. On peut aussi peut-être se poser des questions et enfin, je trouve que c'est important aussi, pour l'entourage aussi de pouvoir détecter, des choses, de cet ordre-là quand on voit qu'il y a des changements avec une personne, ça peut être intéressant, quoi. Il faut prendre en compte vraiment, une personne qui se replie sur elle-même, une Mmh. personne qui a pas forcément de vie sociale, une personne, parce que les symptômes peuvent être invisibles, notamment pour les violences sexuelles. Alors les symptômes les plus flagrants, en tout cas pour moi, ça va être tout ce qui est, lié à la à la sexualité et à l'enfantement. La D'accord. plupart des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Bon, c'est des traumas subconscients, mais tout ce qui est lié à l'appareil urénogénital est lié à un trauma sexuel, que ce soit l'endométriose, les fibromes, les polypes, toutes ces choses-là. Après, il y a aussi le fait de ne pas être tactile, c'est pas naturel. On prend un enfant est tactile, hein, un enfant n'a pas de stress, il va bien. Donc le fait de ne pas être tactile, c'est un signe déjà. Une personne qui a l'air d'être froide, en fait, Mmh. elle l'est pas forcément. Et aussi, Ouais, chez nous les femmes, on a tendance à faire la femme forte et en fait, ça se manifeste aussi dans la carrure et la posture de la personne. Elle bien n'est pas sûr. forte, elle a juste des traumas. OK. OK, OK. Est-ce qu'on en guérit à Oui, Toumata? on en guérit. Aujourd'hui, toi aujourd'hui qui en as fait ton métier, est-ce que tu te sens guéri? Et est-ce qu'on en guérit? Alors, si libérer, veut dire guérir, oui. Mais si on dit guérir, ça veut sous-entendre qu'on est malade, alors qu'un trauma n'est pas une maladie. D'accord. C'est ça qu'il faut nuancer. Un trauma n'est pas une maladie, mais par contre, on peut libérer ses traumas et oui, aujourd'hui, je peux le dire, haut et fort. D'ailleurs, mes traumas liés à mes violences conjugales, ils ont été libérés sans même que je m'en rende compte. D'accord. Sans même que je m'en rende compte. Mon trauma sexuel également. Mais pourquoi? Parce que, la personne qui m'a accompagnée à le faire l'a fait,
en même temps que d'autres personnes. Et en fait, comme j'étais là, ça s'est fait et ça se fait très, très, très bien. Aujourd'hui, on a mis des outils en place. Il y a des outils, il y a des méthodes qui fonctionnent parfaitement. Donc, comme on a dit qu'un trauma, c'est une répression émotionnelle, pour le libérer, bah, il faut faire une libération, tout simplement. Donc, moi, j'ai mis en place, avec, d'autres personnes, on a mis en place, un protocole, qui s'appelait, GMTS, auparavant, qui maintenant a évolué en TMTS, donc transcender ses traumas sexuels. Et moi, je l'ai modifié en libérer ses traumas sexuels. Et en fait, ces ateliers-là nous permettent de faire une thérapie intensive de 3 jours. Comment on fait pour libérer? Il faut comprendre les choses. Donc le vendredi, on est sur de la théorie et le samedi, dimanche, on est sur de la pratique et ça fonctionne très bien. Jusqu'à présent, j'ai pas de récidive, j'ai pas de problématique. Ça fait, plus d'un an qu'on a ce protocole-là et il fonctionne parfaitement. Mais ça sous-entend qu'il faut aussi un accompagnement individuel parce que les personnes ont besoin quand même de poser des mots. C'est des groupes de combien de personnes, du coup? Alors tous les mois, je fais un atelier, des groupes de 12 personnes maximum. Bon, des fois, ça m'arrive de déborder, comme celui de février là où on a débordé un petit peu. Il y a 14 personnes, mais on va de 4 à 12 maximum. OK. OK, OK. Et c'est quoi justement les outils, thérapeutiques que tu prends, en compte et que tu utilises pour pouvoir justement, aider à surmonter, ces traumas? Alors là, sur l'atelier, on a un mélange de PNL, de neuro-émotionnel, de spirituel et dedans, on a des outils, en fait, donc qui nous permettent justement d'aller beaucoup plus vite. Il faut pas croire qu'une thérapie est censée durer longtemps, pas du tout. En tout cas, moi, dans mon approche, je fais en sorte que mes clientes, mes accompagnées, que j'appelle des roses, se prennent, en autonomie très rapidement. Donc je leur donne, en fait, des outils, après leur avoir montré comment ça fonctionne, pour qu'elles puissent continuer toutes seules. L'idée, c'est que je n'ai pas vocation à être là tout le temps. Je Mmh. veux que les personnes puissent être autonomes et indépendantes de moi. Je ne suis pas une drogue à qui en fait, on peut plus se passer et il faut que les personnes puissent, se prendre en charge en fait, prendre leurs propres responsabilités et pour ça en fait, l'idée c'est de leur donner des outils pour qu'elles puissent elles-mêmes se gérer. Ouais. OK, très clair. OK, OK. Et est-ce que tu as un exemple concret, d'accompagnement réussi, à nous partager? Bien sûr en gardant l'anonymat, mais voilà, pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment on passe justement de j'ai un trauma et j'essaye de m'en sortir, j'essaie de consulter, à effectivement, bah, ça va mieux, j'ai trouvé des pistes et des outils pour pouvoir, sortir de ce schéma-là. Alors, j'en ai pas mal, mais là celui qui me vient en tête c'est, une sœur pour qui parce que le trauma ça se transmet, hein. Tu sais dans les 21 jours si on n'a pas libéré, bah, en fait on l'a dans le corps. Oui, Donc bah, on le transmet à nos enfants, OK? d'accord. Donc là, si on n'a pas réglé nos traumas, bah, en tout cas dans le cadre des traumas sexuels, notre enfant peut devenir soit bourreau, soit victime. Il faut en avoir conscience de ça. C'est de notre responsabilité de guérir nos traumas quand on en a pris conscience, vraiment et j'insiste dessus. Là, l'occurrence, c'est une cliente qui a été victime elle-même d'inceste et D'accord, elle a eu des enfants et malheureusement, elle a une fille qui a été victime également et un fils qui est bourreau. d'accord. Ah oui, elle a les 2 schémas dans la famille, OK. Exactement et ça, en fait, ça illustre parfaitement, la transmission qui est faite, tu vois? Et on a fait une séance en individuel. Après, elle a assisté, à mes 2 ateliers. Donc je fais un atelier de 3 jours, au cabinet et un séminaire de 4 jours où on part, hors de notre zone de confort. Donc on n'est plus à domicile, on est à la campagne ou à l'étranger Mmh. et ça a été complètement suffisant. Aujourd'hui, cette personne est une autre personne. Le premier jour où je l'ai vue, elle était terne. Mais on est sortis du séminaire, c'était une autre personne. On sentait la lumière en fait, la paix, le soulagement et une séance, ça suffit et pourtant dans mon programme, on prévoit 8 séances Mmh. et là, en fait, on n'a pas eu besoin. Elle me dit: «Mais on fait quoi du coup?» Je dis: «Bah écoute, on fait rien, tout va bien». OK, c'est un super exemple. Bon, c'est un super exemple qui aussi illustre le fait que, bah, mieux vaut tard que jamais. Parce qu'on a dit qu'effectivement, valait mieux agir, bah, avant les 21 jours ou même, enfin, le plus tôt possible. Là, pour le coup,
c'était tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, quoi. Oui, mais clairement, mais avant les 21 jours, il y a pas de trauma. Donc comme il y a pas de trauma, il y a pas de conséquences. D'accord. Parce que quand il y a un trauma, il y a des conséquences. On en Oui, a cité quelques-uns, on en a cité quelques-uns. Mais ces conséquences-là vont créer notre réalité. Par exemple, une personne, qui veut devenir, chef d'entreprise peut avoir des problématiques à devenir chef d'entreprise à cause d'un trauma. oui. J'ai une cliente qui n'arrive pas à rester stable dans un emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, elle tombe sur des responsables hommes D'accord. et elle ne comprenait pas, en fait. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je lui dis: «C'est comment?» Elle me dit: «Bah, j'ai démissionné». Je dis: «Mais pourquoi?» Elle me dit: «Oui, non, ça se passait plutôt bien, mais non, j'étais pas trop à l'aise». Oui, mais en fait, elle était pas à l'aise avec les ordres, mais c'est parce que c'est un homme qui lui donnait les ordres. D'accord. Et je lui ai demandé la question simple: «Mais si c'était une femme?» «Oui, peut-être que». Tu vois? Ouais. Donc ça a beaucoup de répercussions, en fait, des traumas et c'est pas forcé et là, je te parle de cette cliente-là, c'est pas un trauma sexuel, c'est pas une violence sexuelle qu'elle a vécue. C'est autre chose. Là, c'était en lien avec son père, D'accord. la figure d'autorité. Donc tout ce qui était autorité masculine, elle le rejette. Donc bah, elle arrivait pas à trouver d enfin, elle arrive pas à être stable dans un emploi où le responsable est un homme. Ouais. Ouais, je vois totalement, OK, ouais. Ah ouais. Et du coup, pour en revenir à la cliente que tu as accompagnée, est-ce que du coup, tu as accompagné ses enfants ou pas? Non, j'ai pas accompagné ses enfants qui sont adultes. Bon, bah, de toute façon, il y a un des enfants qui a des problèmes judiciaires. Les autres sont mariés, ils sont pas prêts. Ouais. Ils sont pas prêts. Avouez qu'on a eu affaire avec, des expériences violentes, sexuelles, c'est très dur. C'est très dur. Bien sûr. L'ayant moi-même vécu, l'admettre, c'est quelque chose, d'humiliant. Tu sais, au début, on se dit, «Mais c'est honteux parce que j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, mais qui va me croire?» Il y a toutes ces choses-là, en fait, tout ce discours interne qui nous empêche de. Après, quand on est habitué à notre situation, tu sais, ce truc fataliste ou résilience, je ne suis pas résiliente. La résilience, c'est le fait de la capacité à surmonter une épreuve. On est d'accord? Oui. Je ne suis pas dans ça. Aujourd'hui, je suis dans au lieu d'avoir la capacité à surmonter, c'est plutôt: «Heureusement que j'ai vécu cette épreuve, parce qu'elle m'a permis de faire telle ou telle chose». Parce que finalement, c'est ça. On ressort toujours grandi, peu importe de l'expérience, qu'elle soit douloureuse ou heureuse. On Ouais. grandit. On grandit avec ces expériences douloureuses. Le cerveau est habitué à cette condition-là et que lui n'a mais qu'une seule fonction, c'est de nous maintenir en vie et c'est comme ça qu'il nous a maintenus en vie, dans cette condition-là. C'est dur, en fait, d'aller changer parce que je vais changer, mais pour faire quoi? Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est la peur de l'inconnu. Et justement, toi, étant passé par là, c'était quoi ton déclic pour justement, te dire que tu veux sortir de cette situation? Bah, je comprends totalement ce que tu es en train de me dire, la peur de l'inconnu et cetera. Toi, c'était quoi ton déclic à toi? Bah, en fait, moi, j'ai pas eu le choix. Honnêtement, moi, personnellement, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que j'étais face à une situation où j'ai des femmes victimes de violences. Je me rends compte que, bah, en fait, il y a pas d'autre suivi derrière et les psychologues qu'on voit, bah, ils font pas forcément l'affaire. Il y en a des très bons, hein, mais voilà. En tout cas, il y en a des mauvais et j'étais Ouais, c'est confrontée comme au dans tout. truc où non, je dois en fait, faire quelque chose. C'est pas possible. Du coup, en étant formée, on est obligé de faire un travail sur soi, mais j'ai pas vu ça comme étant, je l'ai fait parce que je voulais le transmettre derrière. Je l'ai pas fait pour moi de base me guérir. J'étais pas dans cette, optique. OK. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ça m'a Non, été je vois imposé. totalement. J'ai perdu un enfant, il avait, 1 an. Il est mort, il avait 1 an, il y a presque 18 ans. Le deuil, j'ai toujours refusé de le faire et je voulais pas le faire et ça me faisait mal, hein, de ne pas avoir fait de deuil. Je voulais pas et j'ai le protocole, je le connais par cœur, mais je voulais pas faire mon deuil, c'était pas possible. J'ai été obligée de faire ce deuil-là parce que les clients que tu vois en face de toi parlent de toi-même, ton histoire à toi. Quand Mmh. une cliente vient et me raconte son histoire, si je suis touchée et que ça m'affecte, c'est qu'il y a quelque chose chez moi que je n'ai pas géré. Il y a quelque chose chez moi que je n'ai pas libéré.
Donc, tu as une fois un deuil, 2 fois, 3 fois, 4 fois, allez, tout un groupe, que du deuil. Je suis obligée. Et Ouais, j'ai ça été te obligée de renvoie faire mon à deuil. toi-même. Exactement. J'étais obligée de faire mon deuil déjà pour moi, arriver à entendre ce qu'elle me disait, mais surtout pour les accompagner dans le deuil. Je me sens pas légitime à accompagner quelqu'un dans quelque chose que je n'ai pas encore traversé. Oui, c'est ce que j'allais te dire justement, parce que au final, les accompagner dans toutes ces épreuves, sans avoir toi d'abord fait la démarche de guérir entre guillemets, effectivement, ça aurait été compliqué sur le long terme. Donc oui, C'est pas tenable. En tout cas, c'est pas tenable. Par exemple, il y a quelque chose que je n'ai pas encore, travaillé, que je sais même pas si je vais le travailler un jour. En tout cas, aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin. C'est la maltraitance envers les enfants. Ça, c'est quelque chose qui me touche, au plus haut point, en fait. La maltraitance envers les enfants, du coup, je ne travaille pas avec les enfants. ouais, Je ne travaille pas avec les enfants. Je prends des ados à partir de 16 ans, mais les adolescents que je prends à partir de 16 ans, je peux les prendre jusqu'à 13 ans au plus tôt, mais c'est parce que leur maman est en accompagnement avec moi. ouais, Mais un enfant, une maman qui vient toquer à ma porte: «Oui, est-ce que vous pouvez prendre mon fils?» Non, si toi tu ne te fais pas accompagner, je prends pas ton fils. Parce que le problème ne vient pas de ton fils, il vient de toi. OK, Donc s'il y a OK, de la OK, violence, de la maltraitance envers un enfant, là par contre je suis pas là. ouais, ouais, OK. Très, très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle du corps, justement, dans la guérison? On sait que le corps est lié, au psyché. Aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose d'assez clair pour tout le monde. Mais comment, justement, le corps, peut aider, dans la guérison, même si je sais que tu aimes pas trop le mot guérison, mais comment il peut aider, en tout cas, dans tout ça? Bah, en fait, comme tu as bien dit, le corps et l'esprit sont liés. Si l'esprit, déjà, il faut commencer par l'esprit. Si l'esprit ne se sent pas bien, le corps ne se sent pas bien parce qu'il peut pas suivre, en fait. Il a pas l'énergie nécessaire pour suivre. Après, on va prendre un exemple. Tu vois, quand on a tendance à se cogner, par exemple, on s'est cogné le genou sur le coin d'une table, tu vois? Ouais, Est-ce que tu arrives à imaginer? Donc tu te cognes le genou sur le coin d'une table, ça fait mal, aïe. Le très corps mal. a une mém Ouais, très, très mal. Le corps a une mémoire. Oui. Du coup, la prochaine fois que tu vas t'approcher d'une table, sans même t'en rendre compte, ton genou va automatiquement, par réflexe, se pousser de la table pour éviter justement de vivre de nouveau le choc. Mmh. Le corps, c'est pareil. Dans le corps, on a un fascia. Donc, tu sais, c'est un tissu mou là, je sais pas, peut-être que tu as déjà coupé de la viande, dessus, il y a un tissu mou, visqueux ou gluant, ça dépend des viandes. Bah, en Oui. fait, on a ça dans tout le corps. Donc ça s'appelle des fascias. Quand on a un trauma, donc un stress, nos fascias se tendent et c'est là qu'en fait le corps est tendu face à certaines situations et que tu n'arrives pas à faire certaines choses. Là, tu es bloqué. Donc quand nous, on fait de la libération émotionnelle, donc on va libérer les émotions, mais il faut reconnecter le corps avec ces émotions-là. Par exemple, dans la sexualité, la zone, génitale, elle est impactée. Par exemple, Oui. par le vaginisme, ça c'est flagrant. Donc le Ouais. vaginisme, il y a plus rien qui rentre, tu vois? Bah, tout simplement, une fois on est OK avec l'esprit, maintenant on redescend au corps. On remet le corps en sécurité. Et ça, pour ça, on a des techniques qui sont très bien faites. Il y a l'EFT, il y a pas mal de choses, les massages, et il y a des massages aussi qui sont intuitifs, qui peuvent nous aider justement à reconnecter le corps à l'esprit. Il faut remettre le corps en sécurité. Il y a aussi la méditation. Donc la méditation va te permettre d'être en conscience. Donc de mettre de la conscience sur certaines parties de ton corps. Moi, c'est ce que je conseille déjà à pas mal de filles, dans leur rituel du matin avant de se lever, de se Oui. reconnecter à leur corps, de savoir, bah, où il y a des tensions, où il y a pas de tension. Tu vois, même les douleurs du dos, bah, ça veut dire beaucoup de choses, mais il faut être conscient de ces choses-là pour pouvoir même, les libérer, Oui. tu vois? La maladie parle, en fait. Le corps nous parle. Quand tu as mal quelque part, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons Exactement. rechercher l'information. Tu vois? Donc c'est vraiment important de connecter le corps à l'esprit parce que
Tu peux faire des séances de thérapie, il y a aucun problème. Tu vas libérer les émotions et tout. Mais comment tu fais pour ton corps? Ouais. Tu Non, vois? non, mais moi, Ne serait-ce que je te pour, rejoins l'estime de totalement. soi. Ne serait-ce que pour l'estime de soi. Quelqu'un qui a été, violenté pendant 10 ans de sa vie par son conjoint qui le répète à longueur de journée: «Tu es grosse, tu es moche, tu es comme ci, tu es comme ça». OK, on a fait la libération émotionnelle, mais qu'est-ce qu'elle voit en face d'elle? Non, mais c'est Comment sûr. est son corps? C'est quoi le regard qu'elle a sur son corps? Il faut qu'on la ramène là-bas. Donc ça peut passer par, du tantra, ça passe par pas mal de choses. Et j'utilise d'ailleurs, enfin, je travaille avec une collègue, qui fait, des massages, tantriques et elle intervient sur mon niveau 2 de mon accompagnement, mais c'est juste magique. On fait de la libération émotionnelle avec ça, les gens se reconnectent avec leur corps, ils arrivent à se toucher, s'aimer, se caresser, c'est incroyable. Mais pas des caresses érotiques, hein. Je Ouais, précise. ouais, je vois. OK, donc moi, ça me parle beaucoup cette façon holistique, en fait, de traiter l'être humain, c'est-à-dire, voilà, de prendre dans sa globalité, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a le spirituel, il y a tout ça, effectivement et je pense que traiter différemment toutes ces sphères-là, c'est une erreur et du coup, ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire. Mmh. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir, une approche, dans la globalité de la personne. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast, hein. On aurait pu en parler encore pendant des heures, mais on arrive à la fin du podcast. Moi, j'ai quelques questions encore avant de te laisser partir. J'aimerais déjà pour commencer, une petite question concernant, les femmes qui se sentent encore bloquées par leur trauma dans le passé. Heu, Comment on peut reconnaître justement un trauma qui n'est pas résolu? Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que proches ou en tant qu'amis ou membres de la famille pour soutenir, une femme qui traverse ce genre de période difficile? Et comment on peut faire justement pour l'accompagner et l'adresser peut-être, là je te donne la réponse et la question en même temps, mais peut-être l'adresser à un professionnel comme toi pour pouvoir, justement, l'aider dans cette démarche. Il y a plusieurs questions en même temps dans ma question. Oui. Alors, pour répondre, déjà à la première question par rapport au trauma non résolu. Hem, c'est difficile d'identifier le trauma non résolu, sauf si effectivement on associe le trauma à une expérience. Comme on dit, «J'ai été violé, du coup, bah, j'ai un trauma». Mais pas forcément en fait. Donc c'est dans la discussion qu'on va voir s'il y a un trauma ou pas. Mmh. Maintenant, je vais plutôt répondre à cette question par les traumas subconscients. Simple, quand on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on veut faire, c'est qu'il y a un trauma subconscient derrière. Je pense que c'est simple, c'est clair. Par exemple, je veux être riche. C'est simple, hein, mais comment tu peux être riche si tu as une personnalité d'une personne pauvre? Si tu es riche, enfin les conséquences de cette richesse vont t'apporter? Comment tu te sens par rapport à ça? En sachant cela, on va voir s'il y a un trauma derrière ou pas. Et en fait, il y a ça peut être lié à pas mal de choses parce que, bah, quand tu étais petit, tes parents arrêtaient pas de répéter que, bah, on était pauvres, il faut travailler dur, faut faire ci, il faut faire ça et tout. Bah, du coup, toi, stress, tu y arrives pas, en fait. Donc dans ta croyance, tu ne Mmh. seras jamais riche parce qu'en fait, tu es issu d'une famille pauvre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent. Parce que même au niveau de l'argent, il y a des paliers, en fait, qu'il faut faire sauter. Tu vois? Et du coup, l'idée déjà, c'est d'en parler, de poser le mot pour savoir, bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux? Et là, en fait, on voit où est le trauma. Est-ce que c'est un trauma type 1, 2 ou 3? Et en fonction, il y a un protocole qui va avec. OK. Dans les proches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, à part écouter la personne, on peut rien faire. Mais avant même que la personne puisse faire quelque chose, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Donc à la limite, on pourrait l'amener à prendre, elle, ses responsabilités. Moi, personnellement, mes proches, je ne leur dis rien. Je vois, hein, de façon flagrante qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tant qu'elle ne prend pas, elle, sa responsabilité, je ne vais pas lui dire: «Mais va te faire soigner», en fait. Elle peut très mal le prendre, en fait. Et ça peut être une cause même de rejet et de repli. Bon. Ouais. Mais peut-être lui faire écouter des podcasts comme le tien, lui envoyer des publications, envoyer des rappels, des lives, des posts, des choses comme ça. Ouais, la sensibiliser, ouais. Tu vois? Ça peut-être elle peut s prendre un déclic et dire: «Ouais, là, vraiment, faut se faire accompagner». Après, il faut savoir que la plupart des clientes qui viennent vers moi sont des clientes qui ont là, elles sont au bord du gouffre, en fait. Elles sont là, «Ça y est, je suis au bord de la falaise. Si tu m'aides pas, je tombe».
OK. alors qu'elles avaient des signes avant. On leur avait dit. Elles attendent vraiment le dernier moment pour pouvoir, Exact agir, quoi. exactement, parce qu'ils ont un frein et l'argent. Les gens ne comprennent pas que, bah, en fait, faire un accompagnement, ça demande de l'argent, mais ça demande pas d'argent, en fait. C'est quelle est la valeur que tu te mets à toi-même? Si toi, tu vas mal, il y a personne qui va bien autour de toi. Personne ne va bien C'est sûr. autour de toi. Donc oui, investis en toi, pour toi et là, en fait, autour de toi, tout le monde ira mieux. Ouais. Ouais, ouais. C'est tout. OK. Très bien. Très bien. Fatoumata, est-ce que tu as un mot de la fin? J'aime bien donner, la parole, à l'invité pour lui laisser le mot de la fin et pour pouvoir, justement terminer, clôturer ce podcast avec une note positive toujours. Mais voilà, un mot de la fin qui, si tu dois faire un petit résumé de ce qu'on a dit et des points clés. Et surtout, avant ça, pardon, avant de te donner la parole pour le mot de la fin, si on veut te retrouver, Fatoumata, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on peut me retrouver sur internet sur, atoumata.sissako.com, sur Insta @atoumata.sissako, sur, TikTok atoumata H Sissako, il me semble et c'est tout, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. C'est pas mal. De toute façon, je mettrai les liens, dans le descriptif. C'est ça. Merci beaucoup et le mot de la fin, j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui vont t'écouter, qui vont nous écouter, vous êtes vos priorités. Si vous ne faites pas attention à votre intérieur à vous, personne ne le fera à votre place et votre extérieur va continuer à noircir. Donc si vous vous sentez mal, peu importe le mal que vous ressentez, il faut en parler. Si vous n'arrivez pas à en parler, écrivez, écrivez, écrivez. Posez des mots sur les mots. C'est la première chose à faire quand on veut faire une libération. Posez des mots sur les mots. Écoutez des podcasts. Lisez. Écoutez des sœurs qui ont vécu des choses comme ça et qui sont sorties. En fait, les expériences douloureuses ne sont pas une fatalité. Et Dieu nous aime tellement qu'en fait, notre souffrance, il en veut pas. Il nous donne des outils pour justement se relever et il faut pouvoir les saisir au bon moment. Voilà. Super, super mot de la fin. Super. Merci beaucoup Fatoumata, de nous avoir accordé ce temps. Je t'en Merci prie. pour avoir, vraiment donné des pistes, très intéressantes, et très précieuses. Merci à toi. Merci à toi de l'invitation et j'espère que le message, sera entendu et qu'il est assez audible. Donc, bah, n'hésite pas à me faire un retour, hein, si jamais, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, j'y répondrai, avec plaisir. OK, super. Merci À Fatoumata. très bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mian et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.